along the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Jamaica Farewell de Harry Belafonte, musicien américain, mais d'origine jamaïcaine, un morceau de 1957. On va retrouver un nouvel invité, c'est Jérémy Croubaud-Danini. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur, vous êtes écrivain, conférencier, un spécialiste des musiques populaires jamaïcaines dont on va parler ensemble ce matin. Vous êtes également professeur à l'Université d'Orléans, mais aussi au lycée Maréchal Leclerc. Et puis, vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur ces questions vibrations jamaïcaines. Ce qu'on entend là, c'est une musique qu'on pourrait inscrire dans un mouvement, dans une musique populaire jamaïcaine qu'on appelle le mento, qui apparaît à la fin du 19e siècle, essentiellement dans les zones rurales de l'île. C'est une musique que les paysans jouent après leur dure journée de travail ou même durant leur journée. On peut dire que c'est le premier grand courant musical spécifiquement jamaïcain, même si bien sûr la musique était déjà présente, mais là, elle prend forme dans un style tout à fait particulier, Jérémy Croubaud-Danini. Oui, tout à fait. Le mento, c'est le premier grand style de musique jamaïcaine, celui qui coïncide avec la naissance de l'industrie du disque à la Jamaïque. Et donc les premiers disques qui ont vu le jour en Jamaïque étaient des disques de mento dans les années 50. Les années 50, c'est vraiment l'âge d'or du mento en Jamaïque. Et c'est une musique qui est directement inspirée des chants d'esclaves, les work songs. Et d'une certaine manière, ce mento participe de cette dynamique de construction d'une identité jamaïcaine qui, bien sûr, plonge ses racines dans l'histoire coloniale, dans l'esclavage. Alors on n'est pas encore dans le moment de l'indépendance, mais on voit poindre dans le mento ce qui va constituer l'identité nationale jamaïcaine à venir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment la genèse musicale de l'île. La genèse musicale de l'île. Les chanteurs, là, on a pu entendre Harry Belafonte, c'est-à-dire à travers des paroles qui pourraient, dans un premier temps, avoir l'air comme ça simpliste. Mais en fait, non, ces chanteurs rendaient déjà hommage à l'île dans laquelle leurs ancêtres ont été déportés. Et d'une certaine manière, ils commençaient cette reconstruction identitaire. On va avancer un petit peu dans le temps. On était là en 1957. On va faire un bond de 5 ans. Forward march! Gather together, be brothers and sisters, we're independent. Join hands to hands, children started to dance, we're independent. Won't be silent. Forward March de Derrick Morgan, 1962. Là, on est dans un nouveau mouvement, le ska, une musique caractérisée par cette guitare qui marque le contretemps, qui est apparue dans les années 50-60, au moment justement de l'indépendance. On est dans un contexte très spécial, Jérémy Croubaud-Danini, qui suit une période assez violente qui a conduit à l'indépendance, puisque pendant longtemps, bien sûr, les Noirs majoritaires de l'île subissent la violence exercée par quelques riches blancs, les Bakras. Et là vient l'indépendance, et donc un certain moment d'euphorie. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le ska, Jérémy Croubaud-Danini. Oui, c'est ça, effectivement. À travers le ska, les premiers morceaux de ska reflètent cet optimisme lié à cette époque d'indépendance. Les Jamaïcains sont heureux, sont joyeux. Après 400 ans de domination coloniale, ils sont enfin libres. Et donc, ils expriment cela à travers ce deuxième grand courant musical qui est donc le ska. Donc, le ska était plutôt optimiste. En effet, il reflétait cette époque d'euphorie collective liée à l'indépendance de l'île. Et puis, à la différence du mento qui, je le disais, est né dans les campagnes, dans des zones vraiment rurales, là, avec le ska, on est dans les zones urbaines, on est dans les ghettos. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les courants musicaux jamaïcains, le mento est né dans les campagnes, contrairement à tous les autres grands courants comme le ska et ensuite le reggae, qui sont nés dans les ghettos de Kingston. C'est ça, tout à fait. Alors dans le ska, on va progressivement voir apparaître des morceaux un petit peu plus lents, à 4 temps, avec des cuivres peut-être un peu plus en retrait, qui laissent place
à d'autres choses, d'autres instruments, et notamment au clavier. C'est le rocksteady, 1966. Voilà, extrait de Shantytown, Desmond Dekker, 1966. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans le reggae au sens strict du terme, mais on voit déjà qu'il est en train de naître. Ce rocksteady connaît ses heures de gloire avec des groupes comme The Gelads, The Maytals ou encore The Paragons. L'apogée de cette musique, elle se diffuse sur une période assez courte en fait. C'est 66, 67 et puis 68, Jérémy Croubo-Danini. Et vous dites que ce rocksteady, il incarne là pour le coup une forme de désillusion. En tout cas, ce style, il apparaît après le moment d'euphorie dont vous parliez, et on voit là une forme de déception sur tout ce qu'on avait vu au moment de l'indépendance. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en 62, les Jamaïcains sont super contents. Voilà, on est finalement indépendants. Et puis, au bout de quelques années, en 65, 66, bon, ces mêmes Jamaïcains se rendent compte que finalement, notamment les Jamaïcains noirs, se rendent compte que finalement l'indépendance n'a rien changé pour eux. Ils vivent toujours au ghetto, la vie est toujours aussi dure pour eux. Cette société même s'endurcit. Et donc la musique va refléter aussi cette sorte de désillusion. La musique sera moins euphorique, moins joyeuse. Les paroles seront plus orientées vers la société pour dénoncer ces travers de la société jamaïcaine. Et là d'ailleurs vous avez passé un morceau qui s'appelle Shantytown. Et Shantytown, c'est bidonville. Justement, il parle de ces bidonvilles qui abondent à Kingston. Ouais, dans cette musique, il y a effectivement cette dénonciation d'une certaine pauvreté économique et sociale, mais il y a aussi, en face de ça, un véritable engagement politique. On est dans les années 60, avec des partis politiques qui sont dans des logiques d'accaparement d'électorat. Il y a très régulièrement, et en particulier pendant les périodes électorales, des effusions de sang. C'est vraiment extrêmement violent. Et donc on voit dans ces chansons une forme d'engagement politique. Il y a quelque chose d'extrêmement dénonciateur dans ces chansons, dans ces morceaux, Jérémy Croubo-Danini. Oui, c'est une musique complètement engagée qui est de plus en plus engagée d'ailleurs avec le rocksteady. Et effectivement, dans les années 60, je le disais, la société devient de plus en plus dure parce que les deux grands partis politiques de l'île, qui sont le PNP, le People's National Party, qui est un parti plutôt ancré très à gauche, et son opposant, le JLP, le Jamaican Labour Party, qui est lui le parti de droite, plus capitaliste. Ces deux partis s'affrontent dans une logique de faire une mainmise sur l'électorat. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler différents quartiers à l'aide de gangsters locaux, et ils vont mettre à la tête de ces différents quartiers leurs gangsters. Et donc on va avoir des quartiers qui vont être étiquetés GLP, des quartiers PNP, et en période électorale, il y a clairement une guerre civile, des mini-guerres civiles entre ces deux partis. Et puis vient bien sûr le reggae à la fin des années 60 avec le succès international qu'on connaît. On l'associe d'ailleurs à tort ou à raison parce que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point, mais au mouvement Rastafari, en tout cas la majorité des chanteurs de reggae s'en réclament. Alors, évidemment tout le monde connaît Bob Marley, peut-être un petit peu moins Max Romero. You're asking what is socialism and what it really means. It's equal rights for every man, regardless of his strength. So don't let no one fool you. Joshua said, listen as I tell you. Joshua said, no man are better than none. Socialism is love between man and man. Socialism is love for your brother. Socialism is linking hearts and hands. Would you believe me? Poverty and hunger is what we're fighting. Socialism is sharing with your sister. Socialism is people pulling together. Would you believe me? Love and
Socialist is Love, je crois qu'il n'y a pas besoin de traduction. Un morceau de 1974, et justement, cet engagement politique, là, il est parfaitement limpide chez cet artiste Max Romeo, Maxwell Livingston Smith, de son vrai nom. Alors cet homme-là, il est intéressant, Jérémy Kroubo-Danini, parce que finalement, il incarne toute une partie de l'histoire récente de la Jamaïque. J'ai regardé un peu sa biographie. Il est né en 1944 dans une paroisse qui s'appelle Sainte-Anne, qui est la plus grande du pays. C'est d'ailleurs aussi le lieu de naissance de Bob Marley. Au départ, il travaille dans une plantation de canne à sucre. Il chante déjà, et puis un jour, il est ado. Il remporte un concours musical de jeunes talents. Il prend la route vers Kingston. Il monte un groupe qui s'appelle The Emotions. Et le succès va venir extrêmement vite. Je crois que c'est Buy You a Rainbow qui sort en 66 et qui est tout de suite un carton. C'est d'ailleurs le visage de cet homme qu'on retrouve sur la couverture de votre livre. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer durant votre travail d'enquête sur la musique jamaïcaine. Il vous a particulièrement marqué, cet homme, Jérémy Kroubo-Danini. Oui, parce que c'est vrai que Max Romeo a une carrière un peu dans l'ombre de Bob Marley, puisque Bob Marley, c'était vraiment le king du reggae, celui qui est associé au reggae, mais derrière lui, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, il y a d'autres très grands artistes, dont Max Romeo, qu'on vient d'écouter, et c'est vrai que Max Romeo, c'est quelqu'un qui tout de suite, à cette époque, avait choisi son camp, même si les Rastas sont plutôt apolitiques. C'est vrai que les chanteurs de reggae se sentaient quand même beaucoup plus proches du parti de gauche, voire d'extrême gauche, plutôt que du parti capitaliste qui est à l'opposé de leurs idées. Et donc, de nombreux Rastas, dont Max Romeo, Clancy Eccles et même les Wailers de Bob Marley, ont soutenu officiellement le parti de Michael Manley dans les années 70, ont fait campagne pour lui et ont fait aussi des morceaux à son effigie et à l'effigie du socialisme. Michael Manley, je rappelle, longtemps Premier ministre du pays, membre du Parti national du peuple, et marqué évidemment très à gauche. Et effectivement, pour illustrer ces liens entre cet univers du reggae et le monde politique, on peut rappeler qu'il y a un des titres aussi de Max Romeo qui a été utilisé lors d'une campagne électorale, c'était Let the Power Fall on High. Exact. Ouais. Peut-être encore un mot, si vous le permettez, Jérémy Kroubo-Danini, parce que dans cette petite histoire de la musique jamaïcaine, il y a quelque chose qui étonne. C'est le fait que les influences extérieures ont l'air d'assez peu peser sur le paysage musical jamaïcain. Il y a par exemple évidemment avec cette vague du rock and roll qui va déferler sur l'ensemble du monde, en réalité lorsque les Fats Domino, les Little Richards vont avoir un succès un peu partout dans le monde, en Jamaïque, ça marche pas très bien le rock and roll. Comment expliquer ça? Est-ce que vous parleriez d'hermétisme, tout simplement, d'hermétisme culturel vis-à-vis peut-être de ces, disons, styles musicaux venus d'ailleurs, ou est-ce qu'on est dans autre chose, peut-être du nationalisme même? Alors, c'est vrai que au début, les musiques extérieures ont impacté la musique jamaïcaine. Le rhythm and blues, par exemple, a contribué à l'essor du ska. Mais c'est vrai qu'à partir des années 60, lorsque le rock and roll a déferlé sur le monde, curieusement, ça n'a pas eu d'impact en Jamaïque. Les jeunes Jamaïcains n'ont pas accroché à cette musique. Ils ont d'ailleurs donc créé le ska. Et puis par la suite, dans les années 60, 70, 80, c'est vrai que toutes les grandes musiques, les musiques comme le disco, la disco par exemple, qui a aussi déferlé partout, ça n'a pas pris en Jamaïque. Les Jamaïcains dans les années 70, c'était le reggae, ils étaient en pleine période reggae. Dans les années 80, il y a eu le rap qui a aussi commencé à déferler dans le monde entier. Mais en Jamaïque, pareil, le rap n'a pas pris et il y a eu le dancehall. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de peut-être nationalisme culturel. C'est vrai que l'identité jamaïcaine est très forte et les Jamaïcains ont du mal à écouter de la musique qui n'est pas jamaïcaine. Vous parlez du dancehall, effectivement, c'est ce qu'aujourd'hui tout le monde ou quasi écoute du côté de la Jamaïque. Petit extrait. My crew, my dogs, set rules, set laws. We represent for the lords of yards. I got alone, I feel up my... From them a par in a chichi man can. Give me fire, make we burn. From them a drink in a...
Chichi Man d'un groupe qui s'appelle Toc. Alors là, Jérémy Croubo-Danini, je dois dire que je n'avais jamais entendu ce morceau ni ce groupe. Faut dire que je suis pas un grand spécialiste du dancehall, mais c'est ça que tout le monde écoute aujourd'hui en Jamaïque. La question qui se pose là aussi, c'est peut-être le rapport qu'entretient ce monde-là avec le monde politique. Est-ce que dans ces morceaux-là, il y a une conscience politique? Est-ce qu'on revendique une identité jamaïcaine, Jérémy Croubo-Danini? Alors oui, dans le dancehall, il y a une revendication identitaire, dans le sens où, par exemple, contrairement au reggae qui est chanté globalement en reggae, même si on peut retrouver quelques mots de patois ci et là, dans le dancehall, quasiment toutes les paroles sont composées en patois jamaïcain. Donc difficilement compréhensible par l'oreille qui n'est pas initiée au patois. Et en ce sens, c'est une musique vraiment identitaire, quoi. Là, on n'est pas plus identitaire, on parle patois, on ne parle pas la langue du colonisateur qui est l'anglais. Et puis concernant là, vous avez passé un morceau qui est particulier parce que c'est un morceau qui avait été repris par le JLP d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, le parti plutôt ancré à droite, durant l'élection de 2001 ou 2002, je crois, en Jamaïque. Et qui donc avait été repris par le JLP pour contrer en fait son adversaire, parce que l'adversaire politique était à l'époque Percival, c'était le Premier ministre. Bon, il y avait une rumeur qui disait qu'il était homosexuel, et cette musique est une musique vraiment homophobe. Donc le parti, le JLP avait repris cette musique pour faire du tort à l'opposant politique en question. Et là encore, donc, on voit les liens entre la musique, la société et la sphère politique, quoi. C'est Perceval Patterson, le nom de ce Premier ministre en question. Merci beaucoup, Jérémy Croubo-Danini, d'avoir été avec nous. Je rappellerai pour nos auditeurs votre ouvrage Vibration jamaïcaine, l'histoire des musiques populaires jamaïcaines au XXe siècle, qui était paru aux éditions du Camion Blanc.